Les Béninois, c'est Monsieur pareil. Iliassou, permettez la discussion. Les Béninois ont fait gage de bonne foi, ont tenté de vous inviter à venir visiter les installations militaires ici. Mais pourquoi ils n'avaient pas diligenté une enquête parlementaire? S'il vous plaît, permettez, vous allez répondre après. Vous n'êtes pas venu. Les Béninois ont mis en branle la diplomatie, notamment avec le ministre des Affaires étrangères, qui a tenté par plusieurs moyens d'établir des liens avec les autorités nigériennes. Une seule fois, une délégation nigérienne était venue ici, dirigée par le général Toumba. Ça n'a pas donné de preuves. Les anciens présidents béninois, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, se sont rendus à Niamey. Il a été parlé d'une création d'une commission mixte. Et selon les informations, c'est du côté du Niger que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir exactement que veulent les Nigériens. Mais écoutez, la démarche là dont vous parlez, on peut l'assimiler vraiment à un médicament qu'on veut administrer alors que la maladie est tout autre. Le problème est là, est bien posé. Il s'agit d'une présence, c'est pas un problème diplomatique tout à fait au début qui était entre le Niger et le Bénin. C'est justement, et le président l'a toujours dit avec beaucoup de précision, c'est la présence de ces troupes étrangères, des troupes de déstabilisation de notre pays. Nous, on sait ce qu'on vit. C'est qu'on vit, heureusement vraiment qu'on a un service de renseignement qui est assez percutant et une armée toujours prête à défendre l'intégrité territoriale. Mais quand même, parmi l'une des démarches, c'est ce que je disais tantôt, que le Bénin aurait dû engager à l'interne seulement, même si le Niger a refusé, le Bénin, ne serait-ce que pour sa propre sécurité, devait diligenter une enquête parlementaire à l'interne quand même. Joël Ataï-Gadegbe, selon Harouna Iliassou, le Bénin n'en a pas suffisamment fait pour rassurer les Nigériens. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je confirme que je lis à travers tout ça une demande persistante au plan sécuritaire. Il faut pouvoir la traiter. Mais on ne peut pas la traiter par des injonctions. On ne peut pas faire des demandes et en même temps y aller par des injonctions. Je crois que dans la méthode, il y a là un problème d'incommunicabilité. Deuxièmement, il faut pouvoir dire haut et fort que c'est persister dans l'erreur qui est condamnable. Et si erreur il y a eu pour le président Talon, dont je ne suis pas le porte-parole, et pour son gouvernement, en gros, le Bénin n'a pas directement déclaré la guerre ou les hostilités au Niger. C'était dans le cadre de la communauté, des décisions communautaires. Et le Bénin a tellement compris, comme le Nigeria, d'ailleurs c'est les deux pays qui étaient en ligne de front et qui étaient frontaliers du Niger et en dehors des autres membres de l'AES et donc qui sont restés solidaires du Niger et qui plus tard ont créé l'AES avec lui. Donc cette décision communautaire, on voit très bien ce qu'elle est devenue et comment la force en attente n'a pas pu être mobilisée. Peut-être et parce que d'un côté on comptait probablement sur le soutien des Occidentaux et en ce moment il y avait des bases françaises et américaines au Niger, installées au Niger, parallèlement, probablement, et escomptait-on également que la junte procéderait à des discussions pour élargir le président Bazoum et revenir à l'ordre constitutionnel. C'est ça, c'était le cadre initial. Mais le cadre a bougé. La CEDEAO a levé ses sanctions, a tendu la main. Mais je ne comprends pas qu'on reste bloqué à cela. Je suis d'accord qu'on peut très mal vivre, très mal. Alors, monsieur Ataï-Gadegbe, on ne va pas refaire l'histoire, on va quand même évoluer. C'est monsieur Iliassou. Non, monsieur Iliassou dit que le Bénin aurait dû, les députés béninois auraient dû tout au moins créer une commission d'enquête parlementaire. Mais là, il procède par injonction, un minimum de courtoisie dans les relations interétatiques. Et l'opinion publique a déploré l'inactivisme des parlementaires de part et d'autre, même si on a interrompu l'ordre constitutionnel au Niger. Et le comité interparlementaire de l'UMOA a tenté ce qu'il a pu tardivement
encore plus celui de la CEDEAO. Chacun déplore le manque d'effectivité des institutions, notamment des commissions des affaires étrangères, de la défense de nos pays. Chacun a cabalé devant ses propres portes. Les Nigériens posent donc des conditions, vous appelez ça injonction. J'ai parlé du cadre de l'accord d'Accra qui lie nos pays. Le Bénin et le Niger avaient un accord de coopération militaire que la jeune s'est empressée de dénoncer, tout en gardant les forces françaises à l'époque. Peut-être que par enchantement, par un fonds extraordinaire, les Français qui ont quitté le Niger pour le Tchad sont revenus au Bénin. Je peux le concevoir, mais il s'agit de le démontrer pied à pied et non de se contenter d'invectives qui, à la fin, lassent et font douter de la pertinence du propos qu'on tient. Si on veut s'en sortir, c'est en s'écoutant, c'est en s'accompagnant et parfois et éventuellement en cédant des bonnes volontés qui ne manquent pas dans la sous-région, notamment du Sénégal, du Ghana, et qui ont gardé une position plus distante par rapport à ce qu'on reproche à la CEDEAO, ce qu'on reproche au Bénin et au Nigeria. Harouna Iliassou, nous avons reçu sur cette chaîne un syndicaliste des transports au Niger, Gamache Mahamadou, que vous connaissez certainement, qui a dit que le prix que les transporteurs nigériens payent actuellement en faisant transiter leurs marchandises par le Burkina Faso est très cher, est très lourd. Il y a des camions qui sont brûlés avec toutes les marchandises, des chauffeurs qui sont tués, qu'il fallait trouver une solution, négocier quand même avec les Béninois, trouver un modus operandi pour faire passer les marchandises par le Bénin. Est-ce que ce cri de cœur ne mérite pas d'être entendu? On ne nie pas la nécessité vraiment de la ouverture des frontières, ça on ne le nie pas. Et dans mon introduction, j'ai appelé la fraternité qui lie nos deux peuples. Mais quand même, la solution pour laquelle le Niger a opté présentement, c'est pour nous la solution du moindre mal quand même. La solution du moindre mal, le coût humain, matériel et sur l'économie aussi est très lourd. Est-ce que le Niger, les autorités nigériennes ne doivent pas tenter quelque chose, négocier tout au moins avec les Béninois, et si ça ne marche pas, on revient au statu quo? Mais écoutez, moi je pense que là, quand vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas du tout compris les motivations profondes du président Tchani. C'est pas de gaieté de cœur que ces frontières-là ont été fermées quand même. Et on reconnaît le coût que la fermeture des frontières de la frontière avec le Bénin a pour le Niger et d'ailleurs pour le Bénin de façon réciproque. Maintenant, le président Tchani, en fait, il était dans une démarche de conciliation et il l'a dit clairement. Donc voilà, maintenant peut-être il faut mettre en branle tout ce qu'il faut mettre en branle pour que notre fraternité séculaire revienne. Voilà de quoi il s'agit. Sur la lutte contre le terrorisme aussi, le président Tchani, on a senti un tout petit peu de plaidoyer dans son discours vis-à-vis du Bénin, estimant que ce sont des militaires africains qui meurent dans ces attaques terroristes, qu'il faut que les deux chefs d'État, ou du moins les deux pays, trouvent le moyen de s'entendre pour lutter contre cette pieuvre-là. Est-ce que la balle, dans ce sens, n'est pas plutôt dans le camp de Niamey? Bon, je pense que de ce point de vue, on ne pourra pas dire qu'il s'agit d'une lutte qui sera une lutte de longue haleine. Et n'incombera pas à un seul pays de la mener. Quand même, on doit la mener de façon diligente et ensemble, en parfaite harmonie. Il n'appartient pas au Niger. Moi, je pense que c'est comme mon protagoniste l'a dit. Il faut vraiment réactiver tous les canaux qu'il faut réactiver. On a vu la visite des anciens présidents béninois qui sont censés être des sages quand même et qui sont, je vous assure, des gens très, très respectés au Niger. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qui nous a beaucoup alertés. Si cette visite a foiré, c'est que réellement il y a quelque chose de vraiment sérieux parce que ce sont des gens qui sont très respectés et donc quel que soit ce qu'ils vont demander pour le Niger, si c'est faisable, on allait le faire en leur nom. Mais vraiment, quand c'est pas fait, moi je pense que les Béninois, les autorités béninoises plutôt, c'est à elles vraiment de mieux
collaborer. Parce qu'en réalité, moi, je vous le dis, hein, il y a des choses, aujourd'hui, peut-être c'est parce que on n'est pas sur vidéo. Moi, j'ai des images à vous montrer qui vont... on peut le faire hors antenne si vous voulez, et qui vont de façon étayée vous montrer la responsabilité du Bénin dans ce que les accusations portées par le Niger. Donc, dans cette mesure, il ne faut pas penser qu'il incombe seulement au Niger de poser des actes. C'est à nous tous qu'il faut le faire au nom de la fraternité qui a toujours existé entre nous. C'est ça. Alors, vos images, nous sommes d'accord avec ça, en attendant bien évidemment de les authentifier pour en être sûr. Sans souci. Joël Ataï-Guédébé, c'est dans cette sortie du président Tchiani que les Béninois ont appris par exemple que Gildas Agonkan n'est plus leur ambassadeur au Niger. Les autorités béninoises nous avaient pourtant dit que Agonkan, après l'incident de Gaïa, a été reconduit et on aurait même augmenté son portefeuille. Il serait aussi l'ambassadeur du Burkina avec siège à Niamey. Est-ce que les autorités béninoises disent au peuple effectivement toute la vérité? Oui, et je me dois quand même de rappeler que le ministre des Affaires étrangères du Bénin a fini par dire avant-hier, ou en tout cas au début de la semaine, me semble-t-il, que M. Agonkan a été définitivement rappelé. Oui, mais il a fallu que le président Tchiani fasse son discours avant qu'il ne nous donne cette version-là. Oui, ça c'est sur la place publique. Et n'oubliez pas qu'en matière diplomatique, on procède souvent par des échanges de lettres et il y a divers niveaux d'échanges de correspondance. Et quand le président Tchiani avait fait sa première sortie, ou bien le président du Burkina, pour accuser le Bénin d'accuser des bases arrières, le Bénin avait fait l'effort d'inviter les diplomates nigériens et béninois détachés auprès d'eux. Si M. Agonkan a pu dépasser son mandat, a pu aller au-delà de ce que son gouvernement l'attendait, et tout comme on ne connaît pas les motivations qui ont permis sa nomination, il faut souffrir qu'on l'ait rappelé, peut-être pour le déployer ailleurs. Et ça ne devrait pas être le sujet principal. Et je souhaite simplement que le Bénin d'abord désigne le plus rapidement possible quelqu'un d'autre et qu'il soit accrédité au Niger. Et comme récemment, le Niger a bien voulu détacher au Bénin quelqu'un qui a repris fonction comme ambassadeur ou chargé de mission, mais je crois ambassadeur finalement. Oui, Chouaïbou Kakadé, c'est l'ambassadeur désormais du Niger au Bénin. Il faut s'en féliciter. Donc ça, ce n'est qu'une péripétie. Effectivement, M. Agonkan a tenu des propos probablement gênants si il n'a pas été missionné pour les tenir dans ce sens et dans cette proportion-là. Les usages diplomatiques sont ce qu'ils sont. Moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le plus important, c'est qu'on retrouve une coopération substantielle. Et tenez, par exemple, le Togo, qui est indirectement partie prenante à la crise actuelle, en récupérant le trafic portuaire dédié au Niger, fait du mal aux transporteurs béninois, à l'économie béninoise. Mais pourtant, cela n'empêche pas une coopération active au plan sécuritaire et militaire entre le Togo et le Bénin pour juguler le terrorisme au nord des deux pays. Et si au moins nous ne savons pas raison garder, si nous ne savons pas discerner, nous risquons de tout perdre et de nous laisser emporter par quelque chose qui a commencé par la criminalité transfrontalière et qui est probablement entretenu par des intérêts étrangers. Il s'agit de coopérer ensemble. Et aucun pays, M. Iliassou aussi l'a dit, aucun pays ne peut s'en sortir seul, surtout quand vous avez des frontières. Mais c'est pain béni pour les criminels, pour les terroristes de se replier de l'autre côté en sachant que vous n'avez pas le droit de poursuite. En temps, le Bénin a pu obtenir un début d'accord du Burkina dans ce sens-là. Mais il faut un minimum de coopération sur la profondeur stratégique à avoir, sur la stratégie, sur les renseignements. Et chacun sera jugé devant l'histoire par rapport à sa posture effective et efficace pour cette cause-là.
Et réellement, les égos, les orgueils des uns et des autres devraient pouvoir céder la place par rapport à cet impératif de sécurité pour nos peuples. On va rapidement, chers invités, poser les dernières questions et mettre fin à cette émission. Haruna Iliassou, la frontière avec le Bénin reste fermée, les relations diplomatiques sont presque suspendues actuellement, ou du moins il y a un froid diplomatique qui s'est installé, si on va le dire comme ça. Vous exigez du Bénin de faire partie les supposés mercenaires français qui seraient sur le territoire. Est-ce que en donnant des injonctions comme vous le faites, le Niger n'est pas en train simplement de trouver des arguments, des subterfuges pour ne pas rouvrir la frontière? Moi, je ne le vois pas dans ce sens. Le Niger ne donne pas des injonctions. Au contraire, il alerte le Bénin. Et d'ailleurs, le président Tchadi, il a dit, notre combat, ce n'est pas contre le Bénin, mais contre les troupes françaises, et elle le dit avec précision, de déstabilisation sur son territoire. Voilà, mais je pensais qu'il s'agit d'injonction. Peut-être que c'est le ton avec lequel il l'a dit qui vous le fait penser. Mais quand même, sincèrement, le Niger est dans une démarche conciliante. Et comme on a eu à en parler, aujourd'hui, on sait le coût de la fermeture de la frontière avec le Bénin pour nous. Mais on est obligé de rester dans le statu quo parce que, sincèrement, c'est la solution du monde normal. Parce que le Niger, en restant comme ça, est dans une certaine situation de légitime défense. C'est la seule manière de garantir notre souveraineté. Jusqu'à quand alors? Jusqu'à, comme l'a dit le président de la République, le président Tchani, jusqu'à ce que les autorités béninoises comprennent que la façon d'agir n'est pas la bonne, leur façon d'agir n'est pas la bonne, et qu'il va falloir peut-être de façon sincère mener contre l'impérialisme, moi je ne dirais pas le djihadisme, mais contre le terrorisme. Une dernière question à vous rapidement. Du côté du Bénin, comme je l'ai dit, les autorités ont quand même tenté des choses. Des anciens chefs d'État sont entrés en jeu. Mais les Nigériens ne s'arc-boutent que à cette supposée présence de militaires français sur le territoire béninois. Qu'est-ce que vous avez tenté à part ça? Qu'est-ce que les autorités ont tenté à part ça pour discuter avec ceux que vous appelez vos frères béninois? D'abord, il faut savoir que la démarche dans laquelle nos autorités sont est une démarche de bonne foi. Ça, c'est de un. De deux, il faut reconnaître que, au moins je vous l'apprends, pour ceux qui n'ont pas bien compris, le Niger n'est nullement dans une démarche belliqueuse vis-à-vis du Bénin. On a une histoire commune de très longue date à préserver, une histoire de fraternité. Donc moi, je pense qu'il y a des actes qui sont posés, et non du côté du territoire nigérien, mais plutôt de l'autre côté. Voyez-vous, si c'était... Mais le Bénin a eu à nous accuser aussi. Et dire tantôt que les terroristes qui ont sémé la désolation au Bénin proviennent du Niger, du parc. Alors que, d'ailleurs, la base militaire indexée par le président Tchani dans la première accusation était située à la lisière de ce parc. Et d'ailleurs, la dernière attaque qui a été perpétrée, qui fut une hécatombe pour l'armée béninoise, elle a été un peu plus en profondeur dans le territoire béninois. Quand vous dites que les autorités béninoises ont accusé le Niger, que les terroristes viennent du Niger, je n'ai pas souvenance d'une telle accusation. Les accusations qui ont été portées contre le Niger, en tout cas, elles prétendent que les attaques, ceux qui ont perpétré ces attaques proviennent du côté burkinabé et du côté nigérien. Il faut qu'à un certain moment, on s'assume, qu'on sache qu'on est en train de lutter contre le même mal et qu'on fasse une synergie d'action pour venir à bout. Moi, je pense que les Béninois doivent savoir une chose. Il y a cela 10 ans que les Occidentaux ne cessaient de leur dire que le golfe de Guinée sera infesté. Et maintenant, c'est fait. Et rien que ça montre qu'il y a une intention, il y a même une programmation pour ça. Et vraiment, tout ça là doit nous motiver
et maintenant unir les forces, créer une synergie qui nous permettra de lutter contre le fléau. Il est vraiment temps de commencer à s'entendre, à se parler réellement pour pouvoir trouver une voie de sortie à ce problème. Mais quand même, moi, je ne suis pas trop optimiste quand je prends en compte le fait que des anciens présidents du Bénin ont mené une diplomatie de l'ombre, si on peut le dire même comme ça, une diplomatie volontariste qui n'a pas abouti. Parce que je peux vous assurer que ces présidents sont presque vénérés au Niger. Merci beaucoup à vous, Harouna Iliassou, d'avoir participé à ce numéro de débat de fond sur la chaîne Enjeux d'Afrique. Vous êtes analyste nigérien des questions géopolitiques. Merci à vous, merci à mon protagoniste et merci à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, c'est un plaisir vraiment. Voilà, votre protagoniste Joël Ataï Guédébé avec lequel nous allons terminer. Précisez, monsieur Iliassou disait que les autorités béninoises ont accusé le Niger et le Burkina que c'est de là que viennent les terroristes qui ont attaqué. Moi, la chose que j'ai entendu dire le président Talon, c'est que selon lui, il y a des terroristes en totale liberté dans des pays voisins dont il n'a pas cité le nom. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On va donc terminer avec Joël Ataï Guédébé, qui, monsieur Iliassou disait qu'il n'est pas très optimiste quant à la solution de sortie de crise. Est-ce que c'est votre point de vue? De même que c'est dans la tête des individus et des peuples que naissent les germes de la guerre, et ceux de la paix et ceux de la concorde ne peuvent que prendre place, ne peuvent qu'être réensemencés dans nos têtes. Donc à nous tous de faire des efforts sur nous-mêmes et nous garder de communiquer bruyamment. Je parle à nos autorités parce que ce qui est lancé, est interprété, déformé, prend d'autres proportions et peut-être dépasse éventuellement l'intention des propos initiaux. Je rappelle qu'il existe quelques cadres formels, qu'il y a eu de bonnes initiatives par le passé. Et je me félicite de ce que le Bénin et le Niger s'efforcent malgré tout d'entretenir des relations diplomatiques. Quelqu'un a proposé récemment que un moyen terme pourrait être que les marchandises à destination du Niger, passant par le port de Cotonou, soient débarquées à Malanville et autres, inspectées et co-convoyées par les forces de sécurité des deux pays, ou bien en tout cas que la partie nigérienne vienne avoir un droit d'inspection sur ces marchandises avant qu'elles ne rentrent sur le territoire nigérien. Ça pourrait peut-être soulager les populations nigériennes, arranger un peu l'affaire des transporteurs. Mais si ce n'est pas le cas, on se contenterait du statu quo qui n'arrange personne. Mais l'impératif, c'est à tout le moins la sécurité à nos frontières. Le trafic d'essence vient du Nigeria, traverse le Bénin pour aller vers le Sahel. Mais désormais, il n'y a pas que le Bénin, c'est le Nigeria qui soit producteur de pétrole. Le Niger également en produit, et les attaques sur le pipeline démontrent que ce sera toujours un enjeu du conflit terroriste. Donc la lutte est multiforme et doit appeler davantage de synergie. Moi, je voudrais saluer et dire mon admiration à l'armée et aux forces de sécurité nigériennes pour l'expertise accumulée en matière de sécurité, de renseignement, voire de lutte contre le terrorisme. Si le Niger n'avait pas su contenir les gens de l'Azawad qui revenaient de Libye en les désarmant, et peut-être qu'on serait en train de déplorer complètement autre chose. Donc le bon sens devrait reprendre le dessus. Et puis, vraiment, il faut qu'on en finisse avec ces escalades verbales. Le Bénin a aujourd'hui des opposants politiques qui sont tapis au Togo à côté, à 120 km. Et pourtant, on n'en fait pas cas, il n'y a pas de gesticulation de ce côté. On essaye de coopérer militairement au plan de sécurité avec le Togo, qui pourtant détourne du trafic économique de la part du Bénin. Donc, sachons raison garder et allons à l'essentiel.
Merci, merci. J'espère que votre message sera bien reçu par les autorités du Bénin et du Niger qui ont intérêt à faire la paix pour le bonheur de leur peuple. Je rappelle que Malanville, ville frontalière du Niger au Bénin, et Gaïa, ville frontalière du Bénin au Niger, sont actuellement en grande difficulté à cause de la fermeture de cette frontière. Ce n'est qu'un exemple parmi les dégâts que... C'est tout le corridor. Oui, je dis que ce n'est qu'un exemple parmi les dégâts que cette frontière fermée a provoqué sur les deux pays. Merci infiniment à nos internautes de nous avoir suivis encore une fois sur Enjeux d'Afrique. Débat de fond, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement. Restez donc en notre compagnie.